Much closer. Bonjour à tous. Ah oui, c'est vraiment Madonna. Vous entendez ça? Oui, il faut vraiment manger, désolé. Désolé, c'est comme oula, si tu préfères. En dessous. Oui, ok. Et fort. Ok. Donc bonjour à tous. Ah. Ouais. Oui, effectivement, l'aventure tunisienne a commencé assez récemment, il y a quelques mois, et les prémices ont été amorcées il y a un an avec M. Mokhtar Chouari de la FIPA, qui nous a directement répondu lorsqu'on l'a sollicité pour entrevoir cette opportunité à l'époque d'aller en Tunisie. On s'est rencontrés dans un café, le Pain Quotidien, qui est un rayon de société tunisienne qui l'offre maintenant depuis un certain temps. Comment est né l'idée d'obtenir des ressources en informatique qui restent, qui sont motivées à plein temps et pouvoir avoir des projets de grande ampleur. En Belgique, c'est un véritable problème. Donc, pour répondre à ce besoin, on a plusieurs opportunités. On aurait pu faire de l'offshoring en Inde, par exemple. C'est assez difficile puisque la barrière culturelle, la barrière géographique était trop importante. Beaucoup de sociétés, de banques ont tenté l'expérience et les résultats sont assez mitigés. Et puis, étant moi-même belgo-tunisien, j'avais pu faire quelques voyages à Tunis, j'ai senti une énergie folle, j'ai senti un développement incroyable de la ville et surtout de sa jeunesse. J'ai rencontré quelques jeunes qui avaient envie de nous bouffer le monde littéralement, qui étaient formés, qui parlaient un français impeccable, un anglais impeccable et qui avaient toutes les compétences pour remplir ce qu'on leur demandait. Ah, déjà, super, ok. Et juste avant de passer au monsieur qui est à votre gauche, je veux juste demander, parce que vous avez utilisé le mot une énergie folle, on a parlé avant, et monsieur, au début, on a entendu, vous avez parlé de la nécessité pour la stabilité, pour la sécurité, pour attirer les gens, bien sûr, et aller, tu vois, aller atteindre la vie que vous voulez donner, la chose que vous voulez dire là-dessus. Pour la conférence de ces activités, donc de votre perception du pays, son niveau de développement, et participer à des projets internationaux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une jeunesse qui est prête à se donner à 2000 places pour donner des projets avec un contenu qui passionne les ingénieurs, leur donner un environnement de travail qui est celui qu'ils attendent, surtout pour les plus jeunes. Par exemple, on a pris une villa, on n'a pas pris un open space classique. On a pris une villa, on a retransformé un espace de travail et qui se rapproche un petit peu de la villa Koji qui existe en Tunisie et qui est classée par Pente comme l'un des meilleurs endroits de coworking dans le monde. Donc, c'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Une fois que vous arrivez à tenir cette culture, là, vous avez des ressources qui se donnent à 2000%, ce qui n'hésite pas à faire des œuvres pour aller faire l'extra mile. Et je pense aussi que tu touches absolument sûr. Je vais juste laisser un moment parce que je suis curieuse. Le monsieur à côté, Stéphane, vous avez plus que 20 ans d'expérience et d'expertise dans tout ce qui est mission de banque d'investissement, plutôt en Afrique, mais bien sûr, et dans plusieurs secteurs. J'aimerais bien savoir un peu votre point de vue côté Tunisie. Est-ce que c'est aussi, parce que là, il y a un parcours, un quotidien, tu vois, les gâteaux tunisiens, les et puis là, les 20 personnes et ce co-working de force. C'est quoi votre sentiment? Oui, c'est toujours... Vous entendez? Non, non, non. Oui. Est-ce que c'est bon? Ah, voilà, ok. Non, l'image que je voulais donner, c'est une image positive, mais sur des éléments très concrets. Des standards internationaux reconnus sur l'ingénierie. Donc, pour suivre ce que disait Alexandre, c'est une vraie spécificité tunisienne, ne serait-ce qu'au regard des autres pays du Maghreb. Et c'est une chance énorme pour ce pays, ne serait-ce qu'au regard de l'évolution dans les nouvelles technologies. Donc pour vous donner des exemples concrets, vous avez des filiales du groupe Studi, par exemple, ou
SFM Technologies, qui gagne des appels d'offres pour la construction de réseaux de fibre optique, ou du moins le contrôle de ces réseaux sur l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique australe. Donc vous avez une vraie dynamique dans ce domaine-là. Il est très spécifique si on compare avec le Maroc, l'Algérie, par exemple. Ne sont pas du tout sur ces domaines d'expertise. Et on a parlé et vraiment de ce qui est très intéressant et d'ancrer aussi dans le domaine fiscal financier. Au début, le président de la FEB a parlé de c'est le quatrième partenaire, donc en tant que présent sur place. On a une histoire ici qui est assez rapide. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez de l'expérience avec, on a parlé de l'Union européenne, mais avec les pays, est-ce qu'ils comprennent ces atouts en tant que ressources humaines ou géographiques ou les opportunités qui sont là? Quelle est votre expérience? Alors, vous voulez dire les opportunités sur l'Afrique ou sur la Tunisie? Oui, sur la Tunisie, oui. Sur la Tunisie, si vous voulez, alors il y a un autre élément, parce que je voudrais aller dans votre sens. Ce que tout le monde oublie, c'est qu'un des premiers fonds d'investissement a été créé en Tunisie. C'est une Invest qui l'a fait bien avant, on va dire, ECP. Enfin, vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui travaillent sur la zone africaine. Vous avez donc une expertise financière aussi, notamment sur les fonds, avec des gens, on va dire, très dynamiques, qui sont basés en Tunisie. Donc, en termes d'appui et de développement, la chance qu'a actuellement la Tunisie, c'est d'avoir les compétences pour pouvoir chercher des financements. Il n'y a jamais eu autant de financement sur la zone africaine. Si on prend les partenaires multilatéraux, bilatéraux, si vous avez un projet et que vous dites que vous n'avez pas réussi à trouver d'argent en Europe ou ailleurs, ou auprès de fonds privés, c'est que votre projet, quoi qu'il se passe, n'aurait jamais pu marcher. En Belgique, 11 millions. Donc il n'y a pas de petit pays. Il y a quel type de partenariat peut être mis en place. Vous avez une très forte capacité en ressources humaines. Vous êtes passé par des problèmes peut-être d'autres pays du Maghreb, leurs problèmes de vente, c'est certainement pas grave. Non, j'ai terrorisé tout le monde, je pense, en tant que combien de temps on peut parler. Donc, non, ça c'est clair, et c'est intéressant, et c'est certain atout, c'est aussi la raison pour laquelle, et pour répondre aux doutes, aux questions, à l'enthousiasme, et de présenter un peu les opportunités que peut-être les gens ne savent pas. Je veux juste passer parce que j'ai mentionné au début côté ingénieur, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez expliqué. On a dit tout le monde connaît la Tunisie en tant qu'habillement, textile, destination touristique, mais peu de gens connaissent la Tunisie. C'est le premier exportateur industriel sud-med vers l'Union européenne, donc tous les composants. Donc, on m'a dit, c'était pas ma citation, que tout Boeing porte en son sein une pièce fabriquée en Tunisie, Airbus pareil. Qu'en est-il de ce secteur et qu'est-ce que le pays doit faire pour continuer à consolider ce secteur? Alors, comme je disais en préambule, je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique en Tunisie, donc je le dis humblement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis en contact avec Mokhtar Chouari, que je remercie d'ailleurs pour l'invitation, pour voir comment on pourrait se mettre en contact, enfin mettre en contact FIPA avec l'industrie aéronautique belge. Mais pour vous répondre, je me suis renseigné et j'ai été très étonné, très positivement, parce que finalement, il ressort que la Tunisie a un secteur aéronautique qui est extrêmement dynamique. C'est-à-dire, en à peu près 15 ans, il y a eu une croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 sociétés d'aéronautique, de construction aéronautique en Tunisie, qui représentent 13 000 salariés. Je me demande si c'est pas plus qu'en Belgique, d'ailleurs. Et je dirais que l'industrie aéronautique tunisienne bénéficie de beaucoup d'atouts.
Il y a d'abord le fait que les Tunisiens, les ingénieurs tunisiens, les techniciens supérieurs sont très bien formés. Il y a par exemple des échanges. Bon, il y a un centre d'excellence en aéronautique, également des échanges d'études et des doubles diplômes entre des universités tunisiennes et des écoles d'ingénieurs françaises. Alors, il faut souligner que l'investissement dans ce secteur est surtout français, à 90%, à 90%. Pour consolider le secteur aéronautique en Tunisie, alors j'ai quelques idées, mais j'imagine que le gouvernement en a aussi, de très très bonnes et réfléchies depuis longtemps. Alors bien sûr, il faut continuer sur cette lancée. Je crois que, par exemple, la loi investissement qui nous a été présentée est de bon augure. Il y a évidemment de l'expérience, des compétences, je le disais tout à l'heure, une très bonne éducation dans le domaine aéronautique en Tunisie. Donc tout ça, c'est propice à l'investissement. Hein. Là, voilà, il y a un cluster qui s'est formé, qui est en train de grossir. Et évidemment, comme dans d'autres régions du monde, je pense au Mexique, je pense à la Malaisie, plus un cluster se spécialise et prend de l'ampleur, plus il augmente en crédibilité et évidemment ça attire d'autres gros acteurs. Aujourd'hui, il y a en Tunisie Stelia Aerospace, qui fait partie du groupe ADS, Airbus. Il y a également Zodiac Aerospace, qui est un autre fournisseur. Donc, ce que je peux peut-être recommander à la Tunisie, le gouvernement tunisien notamment, c'est plusieurs choses, mais c'est notamment de favoriser cet investissement via effectivement ces lois, de l'éducation encore. Je pense qu'il y aurait peut-être intérêt à envoyer, par exemple, des Dis-nous tous sur Aleka, s'il vous plaît. Donc, bonjour, Merci. je suis Ah oui. ça. Oui, mieux. Oui. Je suis négociatrice en chef adjointe d'Aleka. J'ai l'honneur aussi d'avoir aujourd'hui ici M. Ben Ahmed, qui est un négociateur en chef de côté tunisien. Et je voulais un peu expliquer c'est quoi l'Aleka, quelles sont les opportunités. Je vous laisse jusqu'à déjeuner de deviner mon accent. C'est pas britannique. Mais avant de me lancer dans l'ALECA, je veux bien rappeler que, bien sûr, on a déjà un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Tunisie. Et en fait, cet accord qui a été signé en 1995, comme le Belge, il a déjà éliminé la douane sur la plupart, en fait, de tous les produits industriels. Et quand j'écoute ici le secteur privé, par exemple, qui me dit qu'il y a 15 ans, il y avait une énorme augmentation de la spécialisation de la Tunisie dans les secteurs industriels et mécaniques et un relancement de notre commerce. Je suis convaincue que c'est aussi grâce à notre accord existant commercial, parce que cet accord a aidé la spécialisation dans ces secteurs en Tunisie. On voit aussi une augmentation dans le commerce des services, notamment dans le secteur informatique. Et on voit qu'il y a des gens, des entrepreneurs qui sont installés en Tunisie et l'investissement direct européen. On a entendu aujourd'hui les investissements belges, mais au niveau européen, on pense qu'on a plus ou moins 3000 entreprises qui créent plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc, 330 000 d'emplois. Donc, il y a un accord qui a bien marché, mais il y a aussi un paradoxe parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a des accords beaucoup plus modernes avec les pays plus longtemps, avec la Corée du Sud, le Japon, le Canada, Vietnam, mais aussi avec notre voisinage de l'Est, l'Ukraine, Géorgie, Moldavie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moderniser. Il faut qu'entre l'Union européenne et la Tunisie, il y a aussi un accord plus complet et plus approfondi. Et donc, le nom accord de libre-échange complet et approfondi,
C'est un nom, je pense, très bizarre et j'espère que je vais avoir les conseils ici de pain quotidienne et des autres rapports en marketing, parce que c'est difficile à expliquer. Mais ce nom un peu exprime cette volonté complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, on a libéralisé plein de secteurs, notamment le secteur industriel, mais notre accord d'aujourd'hui ne couvre pas tous les produits agricoles, ne couvre pas les services, ne couvre pas l'investissement. Il y avait une présentation sur la nouvelle loi d'investissement. On pense que c'est un domaine très très important et on voudrait compléter l'accord existant en ajoutant des engagements de deux côtés d'ouverture d'investissement. C'est aussi un accord approfondi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement d'ouverture de marché, mais aussi d'approximation de notre réglementation. La présentation précédente, elle a montré que la Tunisie a une nouvelle loi sur la concurrence, sur le marché public, sur l'énergie renouvelable, mais un accord approfondi vise à approximer la réglementation et la législation tunisienne à la réglementation et la législation européenne pour créer un plus grand marché, pour donner une plus grande stabilité de marché et pour attirer les investisseurs parce qu'ils vont trouver un cadre réglementaire familial et qui est stable. Donc, c'est ça l'objectif d'ALECA. Donc, quelles sont les opportunités pour les entreprises? Et on espère déjà consolider ce secteur qui sont déjà développés dans notre commerce, mais aussi attirer les nouveaux investissements dans les nouveaux secteurs agricoles, services, et aussi de s'assurer qu'on a un accord qui devient l'accord le plus moderne de l'Union européenne et plus moderne que ce qui existe aujourd'hui avec les pays en Asie. Donc c'est dans un esprit d'intégration. Et je vais juste clôturer qu'il y avait le commentaire a priori. Il y a un sentiment, une question sur la Tunisie, la stabilité, la démocratie, il faut consolider. On est convaincu que la réussite politique passe par la réussite économique. Et si on est dans ce business de négociation, c'est pour aider vous, les entreprises, d'aider la Tunisie se développer et se stabiliser comme une destination des investissements, mais comme aussi un voisin stable, sécure et avec qui l'Union européenne peut avoir une relation approfondie. Merci. Dans 2-3 minutes, je vais ouvrir à vous, si vous avez des questions, si vous aurez des questions. Je veux juste rentrer sur un peu un chemin ici, parce qu'on a entendu le cadre plus large, ce framework, cet accord, ce que vous pensez pour moderniser, pour compléter. Il y a un chemin à parcourir qui vient. Et quand vous entendez ça, et vous entendez tout ce qu'on a entendu par rapport à la loi, la législation, les incentives, tout ce qui est fiscal, et aussi où il y a les priorités, par exemple, on a parlé de l'économie verte. Est-ce que vous avez des commentaires avec votre expérience de ce qui était un peu proposé, de dire, ok, voilà la nouvelle législation qui vient pour incentiviser? Est-ce que vous avez... C'est bon. L'élément pour moi important, en dehors du cadre, puisqu'on n'a pas non plus parlé du Startup Act qui a été pris par la Tunisie, qui est très en avance sur beaucoup des pays voisins. Ok, on a un cadre légal maintenant qui est très favorable aux investissements. Les discussions avec l'Union européenne. Un des éléments décisifs sera aussi qu'il y ait des leaders tunisiens à capitaux tunisiens qui font des partenariats avec des sociétés européennes. Donc, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les deux. Et moi, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est est-ce que dans le cadre de ces négociations, est-ce que la Banque européenne d'investissement a des objectifs de financement sur la Tunisie? Moi, je suis banquier d'affaires, je n'ai pas participé à ces négociations, mais c'est toujours donnant-donnant. C'est-à-dire quand on ouvre un marché, il faut imaginer des contreparties en termes de financement. Donc, même si ce n'est pas le cas, vous avez un cadre légal adapté. Vous savez qu'il y a des financements privés, publics, multilatéraux, bilatéraux qui sont en nombre, que vous avez des ressources humaines extrêmement bien éduquées. Donc, effectivement, la Tunisie a vraiment des atouts par rapport à des pays voisins
Et dernier détail, quand vous pensez Tunisie, c'est valable aussi pour d'autres pays, vous devez penser Afrique. L'Afrique est un très grand continent. Comment le couvrir pour mieux? Vous avez la Tunisie qui est un marché, et ensuite, c'est aussi un marchepied pour le reste du continent, où il porte sur le reste du continent africain, qui est un continent qui se développe extrêmement rapidement. Et je suis intimement convaincu que dans 10 à 15 ans, c'est plutôt les sociétés européennes qui viendront apprendre, comme l'a dit le ministre de Gros quand il a été au Kenya, qui a dit à ses startups belges, vous avez plus à apprendre des startups kenyans que l'inverse. Et je suis intimement convaincu par ça quand je vois le dynamisme d'Égypte au Nigeria, en Éthiopie, Kenya, Angola. C'est vrai que la Tunisie est un partenaire naturel de la Belgique, et c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste par rapport à nos partenariats. Merci. Et déjà c'est sur une belle fondation, parce qu'on a parlé de cette, le quatrième plus important dans le pays, donc déjà, c'est peut-être de parler ce qu'on a fait un peu des points clés et des ingrédients qui sont vraiment des atouts qui peut-être on ne voit pas. Mais vous avez voulu intervenir côté par rapport à ce qu'on a entendu, législation côté législatif ou autre chose? Sur la partie aussi de l'investissement. Oui. Il n'y a pas un problème d'investissement, mais un problème à trouver des projets finançables. Il faut avoir des projets qui tiennent la route, qui sont sur des fondations solides, et des générations d'entrepreneurs qui doivent apporter l'énergie, qui doivent faire de ces projets de réalité. C'est actuellement, je pense, ce qui fait défaut en Tunisie, mais en de beaucoup en Afrique, et c'est ce sur quoi il faut travailler. On parlait de l'informatique, on parlait de l'aéronautique, pour le développement durable aussi. Par exemple, d'autres contacts et d'autres activités dans tout ce qui est clean tech. Il y a également des opportunités massives en Tunisie. C'est le temps et l'énergie qui manquent pour les implémenter. Ensuite, sur la partie de la stabilité et de la durée des ingénieurs, sans doute que les informaticiens ont tendance à savoir ce qu'ils valent et à mieux défendre leur copains. Certains se prennent pour des stars dans leur domaine et n'hésitent pas à négocier. Est-ce que vous êtes les pionniers là-bas? Est-ce que dans le domaine aéronautique, les stars, les pionniers? Vous pouvez, est-ce que vous cachez votre... Dans l'aéronautique, on n'est pas des stars. Je pense que c'est simplement une question d'offre et de demande. Il manque d'informaticiens, programmeurs. C'est pour ça qu'ils se prennent peut-être pour des stars. Et qu'est-ce que, juste parce qu'on est avec vous, qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez parlé concrètement de un peu des avis au gouvernement, qu'est-ce que pour consolider le secteur, est-ce qu'il y a les choses que juste 2-3 mots que les autres secteurs pourraient, tu vois, les choses transversales, les autres secteurs dans le domaine qui sont en plein essor, qui sont en train de se développer, qui pourraient regarder, parce que c'est vraiment bien implanté là, côté aéronautique, pour le développement. Est-ce qu'il y a les choses, tu vois, les soft skills qui pourraient traverser le secteur? C'est possible, hein, parce que effectivement, un ingénieur en aéronautique peut passer dans une autre industrie. Alors il y a des passerelles possibles au niveau des compétences. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas grand-chose à dire sur le sujet qui me vient à l'esprit, mais effectivement, l'aéronautique, c'est pour moi un très bel exemple de réussite. Et je crois que le gouvernement tunisien est conscient du potentiel. L'aéronautique a encore un potentiel énorme en Tunisie. Il y a une croissance qui continue. Par exemple, on attend 1000 employés de plus chaque année sur 5 ans. Je crois que peut-être, je reviens un peu sur l'aéronautique, comme tu vois, Catherine. Si ce n'est déjà fait, je crois qu'il faudrait peut-être prendre exemple sur des réussites extérieures à la Tunisie. Je parlais tout à l'heure de la Malaisie, du Mexique. La Malaisie, qui est un pays avec un plus grand nombre d'habitants,
là-bas, le gouvernement est extrêmement volontariste, et notamment, il a fixé des objectifs pour 2030. Par exemple, en 2030, il faudra que 3,5% du marché global de l'ingénierie de la conception aéronautique soit capté par la Malaisie. Pareil, 5% du marché global de la maintenance et réparation des avions devra être capté par la Malaisie. Donc, il me semble qu'une politique assez volontariste, avec des objectifs assez clairs et une stratégie mise en place pour accompagner le développement de l'aéronautique et peut-être d'autres secteurs est tout à fait envisageable. C'est intéressant parce que vous parlez de ça d'un côté et de l'autre côté, on a souligné au début, côté investisseur potentiel ou entreprise. On a parlé, on a utilisé les mots une nouvelle fois, une bonne volonté. Donc c'est clairement quelque chose des deux côtés qui doivent se consolider. Donc je vais juste un moment, et je vais revenir avec vous parce que je suis curieuse de savoir, tu vois, les prochaines étapes pour vous, comment vous visez l'avenir. Mais est-ce qu'il y a des questions côté finance, côté des histoires personnelles, déclencheurs pour ça, le moteur pour ça, côté ressources humaines, on parle beaucoup de motivation, les gens éduqués, motivés, ou quelque chose côté l'Union européenne. Quelqu'un a une histoire à partager? Quelqu'un a une question là? Bien, on traite bien le sujet. Monsieur qui nous donne, oui, est-ce que vous avez un micro? Ça c'est important, mais c'est gagner son pain. Vous voulez, tu vois? Bon, merci. Je suis le cofondateur de la société d'Alexandre. Je vais ok, Alexandre. Okay. Oui, à la vitesse où nous avons ouvert notre entité en Tunisie, nous avions besoin de lignes téléphoniques à haut débit. Alors on a ouvert en Tunisie et nous avions besoin de la même chose en Belgique. Et donc on a eu une compétition entre nos amis belges qui devaient nous équiper rapidement et nos amis tunisiens. Alors, chers compatriotes, nous avons perdu. J'espère que ce ne sera pas le score au football, mais nous avons lamentablement perdu parce que nos amis tunisiens ont été 6 fois plus vite que nous et pour un prix moins cher. Donc j'ai trouvé le pays extraordinaire de dynamisme, mais aussi de capacité à répondre à nos besoins. Et toute l'industrie sur place, la téléphonie et autres, ont été magnifiques. Et nous avons pu ouvrir extraordinairement. Ce n'était pas tout exercice. La villa que nous avons pris nous permet d'avoir 50 personnes, et aujourd'hui, la réflexion, c'est au bâton, parce que ce sera sans doute très rapidement beaucoup de travail. Donc, c'est un pays extraordinaire pour l'investissement. Pour l'instant, nous n'avons pas connu de réelles difficultés. Très bien. Et j'espère, parce que je vais, thank you very much, je vais juste, donc pour l'avenir, on a parlé de cet appétit. C'est quoi votre appétit pour l'avenir? Vous allez où avec ça? Donc, c'est une excellente question. Aujourd'hui, ce que nous fait, c'est de vérifier des hypothèses. Je suis capable de produire en Tunisie. Je suis capable de rentable. C'était une hypothèse qui n'était pas évidente, puisqu'on sait que si produire sur place est faisable, la véritable difficulté, c'est de faire le lien entre les activités en Belgique et la production en Tunisie. Pour que les gens se comprennent bien, qu'ils travaillent ensemble dans une même harmonie, comme s'ils étaient dans le même bureau finalement, et aussi partageaient les mêmes valeurs en se côtoyant tous les jours. Aujourd'hui, nous l'avons fait. Donc l'idée est de répliquer et d'atteindre une taille suffisante. On a signé il y a un mois un accord avec Smart Tunisia, un programme gouvernemental sectoriel pour l'IT, où nous sommes mutuellement engagés, nous de notre côté, à embaucher 200 personnes d'ici la fin 2020. Et de l'autre côté, Smart Tunisia nous aide, nous accompagne. On a parlé de loi d'investissement, c'est un volet. Nous, ce qui nous importe beaucoup, c'est pas tant l'aide fiscale qui est, une fois qu'on a fait nos résultats, mais c'est l'accompagnement pour réaliser ça. Un exemple très simple, ce sont les formations. Donc aujourd'hui, le gouvernement tunisien nous aide à former nos équipes, nous aide à les envoyer en Europe pendant un certain temps pour qu'elles se forment, pour qu'elles participent à des salons internationaux qui contribuent à leur productivité, à leur et un second volet, c'est l'impact qu'on peut avoir. Je parlais de gérer ses ressources au mieux. Notre volonté est véritablement de créer un écosystème. Un écosystème avec des startups tunisiennes qui veulent aller en Europe, un
que on a des Tunisiens qui veulent participer et être dans l'emploi. On travaille notamment avec maintenant l'Agence des Nations Unies pour l'immigration afin d'accueillir les Tunisiens en stage pendant une durée de 6 mois dans nos bureaux à Bruxelles, et puis après de les engager dans l'entité tunisienne. Ça, ce sont nos objectifs. Merci. Et juste avant juste deux autres questions avant d'inviter Chris Buckland de parler à la fin. Si Mokhtar, on est OK, je vais juste 2-3 questions en plus et puis je lis l'énergie dans la salle et le besoin de manger à un certain moment. Donc, mais j'ai voulu juste parce que c'est important, juste. Vous voulez intervenir maintenant? Oui, bien sûr. Voilà, vous avez beaucoup de micros. S'il vous plaît, merci beaucoup. Si vous pouvez rester juste pour qu'on puisse vous voir. Merci, merci. Donc j'avais 2 petites choses par rapport à l'aéronautique. Viens. Oui, pour qu'on puisse vous voir. D'abord, on parlait d'aéronautique. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avions donc un parc aéronautique de 20 hectares. Oui. Et là, nous avons depuis 1 mois, donc avec monsieur le chef du gouvernement, on a inauguré une nouvelle partie. Donc ce sera un dédoublement de la surface, 20 hectares de plus, avec un investissement de déjà 4 nouvelles entreprises, plus Stella qui est déjà existante, donc partenaire d'Airbus, et en même temps aussi, donc, parce qu'elle commence à construire aussi pour des pièces détachées, donc des pièces pour Bombardier. Donc ça c'est pour l'aéronautique, et donc pour les autres, il y a de la place maintenant aussi donc, pour d'autres entreprises, et vous êtes les bienvenus. Et par rapport au Start-up Act, c'est une loi très importante pour la Tunisie. Donc, elle a été promulguée le 2 avril dernier, et pour la création vraiment d'un écosystème pour les start-up. Et je pense que la Tunisie en domaine devrait être une plateforme pour la création des start-up. C'était le point que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Je voulais juste faire un lien parce que on a parlé de R&D, de recherche et développement. Je n'aime pas dire ce mot en français. Et on a parlé de tout ce qui est économie verte. Et j'ai voulu savoir, parce que moi je sais, parce que je modère pour la Commission européenne dans plusieurs domaines, est-ce qu'il y a dans cet accord ou pas, c'est pas vraiment votre spécialisme. Tu vois, vous avez déjà en Europe des priorités en R&D, dans tout ce qui est renouvelable, les cibles énergétiques, tout le monde les connaît. Est-ce qu'il y a dans l'accord entre les deux les priorités ou vous soutenez les projets dans la Tunisie? Est-ce que c'est réfléchi dans votre soutien? Merci pour cette question. En fait, d'abord, je voudrais dire que les propositions européennes dans les différents chapitres qui sont publics, qui sont sur notre site web, et je voudrais souligner 3 chapitres qui, je pense, sont importants pour la discussion ici. D'abord, on envisage un chapitre texte réglementaire dans l'Union européenne sur les services, et notamment des services de e-commerce, je ne sais pas comment en français, aussi la télécommunication. Je pense que ce sera très important pour aider justement les entrepreneurs comme vous de faciliter la commerce dans ce secteur, de faciliter des échanges de données, par exemple. Donc, c'est un chapitre clé. Un autre chapitre que je voulais mentionner, on a un chapitre qui va essayer d'aider les petits et moyennes PME et justement d'augmenter la transparence parce que souvent, je pense qu'eux, ils manquent l'information, ils manquent la visibilité et la compréhension des marchés. Et troisièmement, il y a un chapitre dédié à l'énergie. Et justement, c'est l'énergie traditionnelle, mais aussi l'énergie renouvelable et aussi en général l'accès aux matières primaires. Ce dernier chapitre n'est pas encore public parce qu'on va discuter justement fin mai avec la Tunisie pendant la prochaine cycle de négociation. Mais on est bien conscient que l'énergie, l'informatique, l'e-commerce et le PME sont très importantes à soutenir et donc l'accord moderne va dédier les discussions et les engagements à ces questions. Ok. Avant que je termine, et j'invite notre dernier intervenant pour venir parler, je voulais juste dire comme last word, je voulais juste demander pour les investisseurs, je ne sais pas. Je pense que
ce genre de petit moment peut être très révélateur de la direction qu'on veut prendre. Nous, c'est véritablement la FIPA qui nous a donné les premières lignes, et c'est un premier voyage en Tunisie qui a déterminé avec qui on allait s'associer sur place. Nous, dans le cas, on a passé un après-midi à Tunis, un samedi après-midi, et c'est notre chef dans la Tunisie qui nous a aidé à fabriquer notre histoire, à faciliter les relations avec les administrations, avec les autres entreprises, les services et l'infrastructure. C'est vraiment la première étape, c'est de venir avec les contacts. C'est vraiment le côté personnel, intime, focalisé, concentré, oui. Pour le reste, ça va peut-être un statement assez fort, mais il n'y a rien qui empêche une entreprise de venir en Tunisie qui peut lui faire avancer ses technologies. Il y a énormément de ressources, il y a énormément d'investissements possibles, il y a énormément d'aides, que ce soit administratives ou d'autres sociétés partenaires. Il y a une volonté de toute la population de travailler là-dedans, et aussi d'un point de vue commercial. On parlait de l'Afrique du Moyen-Orient, pour nous, c'est clairement une réalité, on va voir ça. Mais également sur place, c'est un pays qui a beaucoup de défis à relever, plus d'entreprises qui trouvent les efforts. Merci. Investisseurs étrangers en Tunisie, et de nombreux jeunes Tunisiens sont bons et sont formés au sein de nos universités et de nos écoles supérieures. La communauté belge en Tunisie est importante et un nombre considérable de Belges ont également la nationalité tunisienne. Et votre pays reste bien évidemment une destination touristique de premier plan, ceci malgré les menaces des attaques terroristes que vous avez souffert, tout comme notre pays d'ailleurs. Il va donc sans dire que nos pays sont aussi des alliés en matière de sécurité et de défense en luttant conjointement contre le terrorisme. Récemment, je me suis entretenu avec le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, son Excellence Zied Ladari, qui présidera un panel interactif, ou qui ont été prévus pour présider un panel. Entre autres, ces panels et les entretiens que nous pouvons avoir vont donc insister sur le fait que nos deux pays sont des portes d'entrée privilégiées à la fois pour l'Afrique du Nord et l'Union européenne. C'est donc une double direction, je dirais. Ce lien entre l'Union européenne et l'Afrique du Nord, par extension d'une partie considérable du monde africain et du Maghreb, est également unique. L'Europe et le monde du Maghreb sont des voisins qui partagent une longue histoire, des voisins dont la prospérité et la stabilité ont toujours été étroitement liées. Le printemps arabe a bien évidemment eu des conséquences sur nos liens économiques. L'impact était considérable. Aujourd'hui, la situation dans certains pays dans la région reste une source de préoccupation, non seulement pour la Belgique, mais aussi pour le reste du monde. Mais toutefois, de nombreux pays se sont lancés dans un processus de transition et je suis convaincu qu'ils seront en mesure, dans les temps à venir, de véritablement surmonter les difficultés. Ils pourront, par ailleurs, toujours compter sur les partenaires et certainement sur la Belgique. De nombreuses entreprises belges opèrent dans la région stratégique de l'espace arabe et de l'espace du Maroc, et ceci dans un large éventail de domaines. J'étais sous l'impression des commentaires qui ont été faits par le panel il y a justement quelques instants, où on a aussi démontré l'importance et l'accès aux technologies modernes et les nouvelles